Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour Midi Actu. C'est parti pour ce lundi. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Lundi, comme toujours avec nous, Mamcher Ndiaye, consultant et formateur en communication et en entrepreneuriat. Bienvenue, Mamcher. Merci Léna, bonjour à toi. Alors, nous démarrons tout de suite avec l'actualité côté société. Le lycée d'enseignement général et de formation professionnelle de Denis Biramdao a été inauguré. Donc, infrastructure qui permet aux pensionnaires d'allier sport et études. Une collaboration de Génération Foot et du FC Metz qui a permis donc de faire cette acquisition. Suivons ce reportage. Il est un domaine dans lequel j'ai personnellement toujours porté une attention particulière. C'est l'éducation. C'est pourquoi c'est un devoir de les pousser à réaliser une formation du meilleur niveau possible. Cette formation les aidera, s'ils deviennent de grands joueurs, à maîtriser leur destin et à gérer leur vie, à démarrer dans une autre vie que celle du football, s'ils n'ont pas les aptitudes pour y construire leur futur. Nous voulons vraiment bien les former, bien les éduquer, qu'ils puissent bien apprendre. Les classes sont limitées. On est à la moitié donc, du projet. Aujourd'hui, on s'est focalisé donc, sur le lycée parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné, certains joueurs n'avaient pas la capacité de bien parler le français parce qu'ils sont amenés à aller mener leur temps en Europe. On ne peut pas trouver mieux pour l'épanouissement des pensionnaires de l'académie qui ont, en plus du football, la passion d'être préparés grâce à ce lycée à devenir de véritables acteurs dans la vie du pays. À Génération Foot, notre vocation est de former des hommes complets, exerçant l'esprit comme ils exercent le corps. Le sport est d'abord éducation et son premier lieu de prédilection est l'espace scolaire. À Denis, le lycée Bernard Serin contribuera à construire les citoyennetés locales nouvelles. Ce lycée sera, comme au temps de la splendeur du sport scolaire et universitaire, un réservoir d'intellectuels et de talents sportifs que l'Académie Génération Foot bonifiera pour leur donner la chance d'être des professionnels de très haut niveau. Alors, Mamcher, on vient ici donc de voir cette belle initiative, sport-études, c'est très bien, mais il me semble que c'est vraiment le foot qui a été privilégié ici. Et à la place de sport, avec sport, est-ce qu'il ne faudrait pas marquer un S pour y intégrer justement d'autres types de sports, surtout pour le cas du Sénégal, par exemple, où nous avons la lutte, qui est quand même un sport national. Oui, parce que d'habitude, quand on parle de sport-études, la plupart du temps, les gens pensent football. Sport n'est pas forcément égal à football. On a d'autres, tu as parlé par exemple de la lutte. C'est quelque chose d'intéressant parce que ce soit le football, le basket, la lutte, etc., le principal objectif du sport, c'est les résultats, c'est les performances. C'est pour ça que ça peut aller de pair avec les études. Parce que quand on fait des études, on est habitué à chercher de bons résultats, à faire des performances, etc. Même si cette activité est intellectuelle et l'autre physique, c'est presque pareil, donc tous les sports peuvent se joindre à ce programme. Tout à fait, parce que ça permettra aussi à la personne qui suit cette formation sport-études de pouvoir quand même faire le sport et puis à côté aussi d'être en entreprise ou alors même de pouvoir gérer sa partie communication qui est très importante aussi. Oui, parce que c'est un défi que beaucoup de pays ont réalisé, que beaucoup de programmes, on prend par exemple dans le basket l'exemple de la NBA, dans laquelle des jeunes sont des étudiants et sont dans des clubs, etc. Donc, pourquoi ne pas essayer de
faire un peu la même chose. Donc ça devrait être possible avec les autres activités sportives, tout en permettant à la personne de pouvoir poursuivre ses études. À l'instar des écoles américaines aussi, où il faut avoir de très bonnes notes à l'école, en tout cas quand on est sportif, pour pouvoir disposer quand même de bourses et intégrer les grandes universités. Voilà, parce qu'ils exigent toujours ça. Tout à fait. Voilà. Très bien, nous passons, mesdames et messieurs, à la partie communication. L'heure de la presse sénégalaise est remise en cause. L'opinion publique pointe du doigt l'attitude de certains médias ou encore de certains journalistes. Et faut-il donc aujourd'hui presser les médias sénégalais? C'est la question que nous nous posons. Nous allons en débattre juste après ceci. Les médias de plus en plus pointés du doigt par les Sénégalais, notamment par les internautes. La presse, considérée comme le quatrième pouvoir, est devenue la risée du web. Certains articles froissent l'opinion publique qui ne se fait pas prier pour sortir de ses gangs, parfois sans y mettre la manière. Le métier de journaliste banalisé chez nous, il n'est plus crédible. Ceux qui en font les frais restent bien entendu ceux qui continuent d'appliquer les règles d'éthique et de déontologie telles que enseignées dans les grandes écoles de journalisme et de communication, technologie de l'information et de la communication aidant ou pas. Il est devenu très difficile de distinguer le journaliste du blogueur. D'ailleurs, on voit de plus en plus apparaître cette catégorie d'internautes qui ne sont ni journalistes ni blogueurs, mais qui s'attribuent les pleins pouvoirs conférés à la corporation sans vérification aucune des informations avancées, laissant naître ainsi ce qui est communément appelé les fake news, véritable danger public. L'heure est grave et les instances de régulation des médias, mais aussi les acteurs de la presse sénégalaise, doivent s'autosaisir et freiner net cette situation qui, à long terme, risque de noyer ce noble métier qu'est le journalisme. Alors, Mamcher, nous venons d'écouter ce qu'on peut appeler ce genre journalistique qui est le commentaire. Oui. Juste pour dire qu'en journalisme, il y a le reportage, il y a tout ce qui est bref, il y a aussi tout ce qui est chronique, commentaire, édito. Pour dire aujourd'hui, quel est le rôle du journaliste? Parce qu'on voit certains journalistes se permettre de faire des commentaires à l'heure où ils devraient juste se limiter à informer. Oui, parce que c'est ça, informer ne signifie pas forcément commenter. Donc le vrai rôle du journaliste, c'est déjà de dispenser de l'information, mais surtout de le faire avec les exigences du métier en tant que tel. Dans cet élément, on voit qu'au tout début, on élabore le fait que la presse soit un quatrième pouvoir. Donc qui parle de pouvoir parle forcément le sens des responsabilités. Tout à fait. Voilà, ça va de pair. Donc il faut forcément que la personne ait un certain sens des responsabilités qui lui permet déjà de distinguer quels sont les principes de son métier, comment est-ce qu'une information doit être traitée, etc. C'est ce qui va éviter à la personne, par exemple, de commenter là où elle doit uniquement se limiter au fait d'informer. On a posé la question tout à l'heure, faut-il presser les médias sénégalais? Presser, comme on peut prendre cette image, donc avec une orange qu'on presse, le rôle du journaliste aujourd'hui. Pour tirer le meilleur d'une orange, il faut en faire un jus. C'est la même chose, je pense, le même processus que pour le journalisme et tout. Quand on doit informer, ce n'est pas toute information qu'on doit divulguer. Quand même, il y a ces règles d'éthique et de déontologie. On a tendance à un peu se moquer de nous autres journalistes parce que nous aimons revenir sur le fait qu'il faut vraiment respecter les règles d'éthique et de déontologie. Mais ce n'est pas pour rien qu'on nous apprend ça à l'école. Oui, parce que c'est quelque chose qui doit servir dans le métier. Surtout la façon dont il faut traiter l'information déjà, avant de parler du profil du journaliste en tant que tel. Pourquoi? Parce que on assiste souvent, c'est même pas uniquement le cas du Sénégal, c'est presque partout. On fait en quelque sorte une hystérisation entre guillemets de tout. On passe d'affaire en affaire. Je ne sais pas si vous faites le constat. S'il se passait par exemple quelque chose d'un peu chaotique ou de bizarre dans ce plateau, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. On appelle ça l'affaire Léna Sarr ou l'affaire Mamcher. On en parle pendant une semaine, 2, 3, et dès qu'il y a une autre actualité, on l'oublie. Oui. Donc le malheur, c'est qu'on ne fait pas le suivi de l'information. On ne fait pas de suivi, ce qui fait que le public auquel on a affaire n'a pas le temps parfois de suivre l'information, de réfléchir sur ce sujet et d'avoir son opinion, par exemple. Et de connaître son épilogue. Voilà, parce qu'on passe d'affaire en affaire, tout est hystérisé,
on ne prend pas le temps de traiter une information comme il faut, de travailler là-dessus, etc. Et c'est ce qui pose problème du point de vue de la déontologie et de l'éthique, etc. L'autre chose, c'est le profil du journaliste en tant que tel. Je l'ai dit un jour à des collègues, ils ont trouvé ça bizarre, mais ils étaient d'accord avec moi. C'est le fait, je leur ai fait savoir que s'il arrivait par exemple que de grands hommes de l'histoire du Sénégal, comme Senghor, le juge Kéba Mbaye, Cheikh Anta Diop, etc., se ressuscitaient, et qu'ils venaient sur un plateau pour être interviewés, la star ne serait pas eux qui sont sur le plateau, mais ce serait le journaliste. Parce que c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup s'appesantir. C'est-à-dire que c'est la personne qui est là à parler, qui est invitée, peu importe le profil qu'il a, et qui doit beaucoup plus mettre mise en avant. Mais ce n'est pas le journaliste qui est là à l'interviewer. Tout à fait. C'est un état d'esprit parfois que beaucoup de journalistes malheureusement perdent. Excepté ça, il y a la façon dont l'information doit être traitée. Il faut beaucoup plus d'objectivité et malheureusement parfois ce n'est pas le cas. Surtout en période de campagne électorale, il y a beaucoup de médias, surtout sur Internet, qui finissent par devenir des supports de propagande. Donc c'est beaucoup de choses qu'il faut essayer de revoir parce qu'ils sont complètement en déphasage avec l'éthique et la déontologie en tant que telle. Très bien. Quelle peut en être la cause de tous ces maux? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, la valeur du métier journaliste a perdu de sa superbe. Oui. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies, etc. Lorsqu'on parle de problèmes ou de soucis ou de crises liées au domaine de la presse, le plus souvent, c'était parce que des journalistes ou des organes de presse étaient en conflit, en litige, allaient même parfois dans les tribunaux parce qu'ils étaient poursuivis soit par des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc. Mais on ne s'imaginait pas qu'il arrivera un jour où ce sera cette opinion publique elle-même que la presse était censée défendre, qui aujourd'hui va en procès avec les journalistes. Déjà parce qu'il y a une confusion dans le métier en tant que tel. On ne sait plus qui est chroniqueur, qui est journaliste, qui est animateur, etc. Donc il y a toute une confusion dans ce métier. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, le métier de journaliste est aujourd'hui envahi par des non-initiés. Des personnes qui n'ont pas été formées et qui n'ont pas de diplôme en communication ou en journalisme et tout. Et ça, c'est très dangereux parce que quelqu'un qui se fait passer pour un journaliste et qui ne l'est pas peut vraiment contribuer à déstabiliser le climat social d'un pays. Et ça, c'est vraiment, encore, je le répète, très dangereux. C'est dangereux parce que ça me rappelle un peu, parce qu'on sait que le journalisme est un peu comme une sœur siamoise de la communication. Parfois même de la publicité, de la propagande, etc. C'est des domaines qui sont liés. Au siècle passé, il y a Albert Einstein qui avait parlé de la bombe C. On avait parlé de bombe A atomique, de bombe B qui était biologique, de bombe D qui était démographique, etc. Parce qu'il avait prédit des événements qui allaient arriver et qui sont arrivés. Tout à fait. Mais il avait dit que la plus dangereuse allait être la bombe C, c'est-à-dire la bombe de la communication. Tout à fait. Et là, on n'indexera pas seulement les journalistes, mais il faudra aussi pointer du doigt l'opinion publique. Parce que beaucoup ont fini par infiltrer le domaine de la presse. Donc, ça me rappelle un penseur, Ibrahim Rayyahi, qui disait que la formule que fera exploser le monde des humains sera moins militaire qu'on le pense. Il veut faire savoir que s'il arriverait une catastrophe à l'image d'une guerre, ça ne serait pas comme à l'image des guerres mondiales, mais ça serait par exemple un Sénégalais qui appelle dans une radio pour dire quelque chose, ou quelqu'un qui est sur un plateau télé qui dit des choses qui peuvent par exemple frustrer une ethnie, une confrérie, un groupe d'hommes, etc. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Et dès qu'on arrive à ce stade, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement les journalistes, mais aussi l'opinion publique qui, comme tu dis, a complètement infiltré le secteur. Tout à fait. Et aussi depuis l'avènement des technologies, de l'information, de la communication, Internet, les réseaux sociaux, il me semble que ce travail du journaliste, en tout cas, à bien faire son boulot et tout, est devenu encore beaucoup plus compliqué pour le vrai journaliste. Étant donné que, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a tous ces blogueurs, mais à côté de ça aussi, il y en a qui ne sont ni journalistes, ni blogueurs, qui n'ont aucune formation par rapport à ça et qui se permettent d'avancer certaines informations, communément appelées les fake news. Oui, et c'est ce qui est extrêmement dangereux, c'est fake news. Pourquoi? Parce que quand on parle de presse comme quatrième pouvoir, j'ai fait référence tout à l'heure au sens et responsabilité, mais il y a aussi le fait que quand on fait référence à la presse,
Dans un pays comme le Sénégal, nous avons la réputation selon laquelle notre démocratie est très stable. Donc, cette démocratie, c'est notre principale ressource, au-delà de l'économie et de tout. C'est cette démocratie stable qui est la principale ressource du Sénégal. Et cette démocratie n'a jusque-là pour pilier que la presse. Donc, si dans cette presse, on commence à divulguer ces fake news, on est infiltré, les journalistes en tant que tels ne détiennent plus seulement l'information qui est cruciale, mais tout le monde se croit détenteur d'informations, tout le monde fait des vidéos directes chez lui, tout le monde veut informer avant même que la presse ne le fasse. Ça pose problème. Surtout dans le domaine de la presse en ligne, d'autant plus que avant, la principale source, c'était les agences de presse. Donc, les dépêches des agences pouvaient servir aux sites de presse en ligne puisqu'ils peuvent reprendre ça. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, c'est l'information à chaud, c'est le fait de dire quelque chose, comme je dis souvent, en employant le conditionnel, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on dit, telle personne serait arrêtée. Ça ne devrait pas faire office de titre d'un quotidien ou d'une presse en ligne, par exemple. Mais maintenant, c'est le sensationnel qui fait la une. Oui. Les faits divers. Le sensationnel, les faits divers, la presse people, au détriment de la presse un peu responsable qu'on avait connue, parce que chaque organe de presse avait pour principale vocation de porter des projets alternatifs. Ça ne les empêchait bien sûr pas d'être objectifs. Mais chaque organe avait une certaine vocation, un certain projet qu'il voulait mener à bien. Mais quand on verse dans d'autres choses, il y a confusion, on n'a plus de projet et il y a manque d'objectivité surtout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle? Parce qu'on sait que, par exemple, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le CORED, il y a le CNRA, mais il me semble, en tout cas moi, personnellement, que le travail que ces instances devraient faire, elles ne le font pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas vraiment qu'elles s'autosaisissent aussi? Parce que l'heure est grave. Il le faut absolument. J'ai fait le même constat. On sent souvent l'absence de ces institutions. Et la plupart du temps, ce sont parfois même les personnes qui réagissent, qui disent que tel organe doit dénoncer telle chose pour qu'on puisse les voir réagir. Mais il faut que le secteur soit assaini parce que le monde médiatique est devenu moralement pollué au Sénégal. Donc il faut qu'ils fassent le nécessaire, qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils élaborent des principes dans lesquels toute personne sera obligée de se tenir. Donc qu'il s'agisse aussi bien du journaliste que des autres personnes qui sont citoyens, on va dire. Très bien, merci beaucoup, Mame Cheikh. Merci. Et nous passons tout de suite à la suite de Midi Actu. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée ce 25 mars au Sénégal. C'est du côté de la banlieue dakaroise que l'on compte le plus de cas. Une journée donc qui permet de redynamiser la sensibilisation suivant ce qu'est la tuberculose. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Le responsable de cette pandémie est une minuscule bactérie, le Mycobacterium tuberculosis. Mais fort heureusement, il n'y a pas 2 milliards de malades tuberculeux sur Terre. Dans la grande majorité des cas, la bactérie est neutralisée par notre organisme. Quand une personne atteinte de la tuberculose tousse, elle projette dans l'air de minuscules gouttelettes de salive chargées de bactéries qui peuvent contaminer l'entourage. Les bactéries descendent le long des voies respiratoires jusque dans les poumons. La personne est alors infectée. L'organisme repère cette intrusion et envoie au combat les cellules immunitaires dont les macrophages chargés de neutraliser les bactéries. Quand la neutralisation a fonctionné, la personne souffre d'une tuberculose latente. Elle est infectée sans être malade. Une maladie assez contagieuse et je pense que ce genre de journée permettent justement donc de faire la sensibilisation pour montrer que c'est cette promiscuité, donc je disais que c'est un mot que j'ai du mal à prononcer mais j'y arrive, qui fait que voilà, il y a plus de cas qui sont décelés. Oui, et on parle tout de suite du rôle des médias, je pense que ça devrait commencer par ça, donc éduquer, mettre en avant certaines journées, etc. C'est important parce que la tuberculose est tellement répandue chez nous. Je pense que les cas les plus fréquents, c'est même la tuberculose pulmonaire. On en parle tout le temps.
Donc, sensibiliser, insister sur le fait que les gens sachent réellement quelles en sont les causes, comment est-ce qu'il faut éviter ça. Tu parles tout de suite de promiscuité. Parfois, ce n'est pas évident. Certains vivent dans des milieux dans lesquels les gens sont tout le temps ensemble. L'infection est beaucoup plus fréquente. Et surtout avoir cette culture de consulter un médecin dès les premiers signes de tout. En tout cas, pour toutes sortes de maladies, il faut quand même avoir cette culture d'aller consulter régulièrement un médecin. Voilà. Et beaucoup d'initiatives sont faites en termes de consultation gratuite, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Très bien. Et nous passons à la chronique sécurité. L'occupation anarchique reste un phénomène à combattre au Sénégal. Selon le sous-préfet de Dakar Plateau, elle serait à l'origine de bien des maux, suivant les explications de M. Dibi Diallo. Les problèmes à Dakar, qu'il fallait régler, c'était les trois choses. La mobilité, la sécurité et la salubrité. Dakar était encombré. Et vous savez, à chaque fois que vous entendez des incendies, il y a eu des dégâts matériels. C'est parce que les sapeurs qui doivent intervenir ont des difficultés même pour accéder dans les lieux de sinistre. Pour une course de 30 minutes, on peut perdre 4 heures de temps à cause des embouteillages qui sont liés uniquement à l'occupation anarchique. À chaque fois que vous voyez cette occupation anarchique, il en découle de l'insalubrité totale, ce qui peut poser un problème de santé publique. Donc quand on parle de sécurité, il n'y a pas seulement que la police, il y a la question de santé publique. En cas d'épidémie, vous savez, le choléra ou bien maladie de dengue ou bien autre chose, Ebola et consorts, voyez comment les gens sont. Donc il faut maintenant que nous ayons un système préventif. Mme Cher, je dois quand même avouer que cet élément a été tourné bien avant l'incendie au marché Petersen et il me semble que ce qu'il dit encore une fois est d'actualité. L'occupation anarchique est la cause de bien des maux. Il l'a dit dans cet élément, les incendies qui quand même avec les circulations causées par cette occupation anarchique qui empêchent les sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement et efficacement. Donc il a parlé de prévention, de sensibilisation, mais malgré cela, il reste encore des choses à faire. Cette prise de conscience collective de nous autres, les Sénégalais. Oui, il reste beaucoup à faire. Il faut qu'on le dise tout de suite. On a un vrai problème de discipline dans ce pays. Cet élément date d'avant même l'incendie qui s'est passé à Petersen. Et il a terminé en parlant de système préventif. Je pense qu'en tant que média aussi, on a essayé de faire passer ça ici à la RTS2. Malheureusement, je crois qu'il faut beaucoup plus continuer à sensibiliser, à insister là-dessus. Et à un moment donné, il faut sanctionner quand même. Il faut sanctionner aussi, parce qu'on ne peut pas comprendre cette façon d'occuper un espace, etc. et de prendre pour prétexte le fait qu'on veut travailler, d'accord, mais ça, il y a des conditions dans lesquelles ça doit se faire. Parce qu'on se met en danger, on met en danger aussi les autres. Effectivement. Et on voit aujourd'hui les conséquences. C'est vrai que c'est désastreux. Ce n'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un qui décide de travailler, qui du jour au lendemain perd tout ce qu'il a comme bien, etc. Mais il faut quand même qu'on continue à sensibiliser, à prévenir, et comme tu dis, à sanctionner aussi s'il le faut. Très bien. C'est la carotte ou le bâton, comme on dit. Nous passons à la dernière partie de Midi Actu, mesdames et messieurs. Alors, dans l'article de la semaine, nous avons choisi le reportage de notre consoeur, donc Oumou Kalsoum Sall, qui revient sur la phase 2 du projet de modernisation des transports, suivant son reportage. Donc, la carte grise numéro 1 au Sénégal, désormais sous ce nouveau format, s'appelle Samawa. La première carte grise produite dans le cadre du projet Cap Kahangé. Ce projet, lancé en août dernier par le chef de l'État, vise la modernisation des titres de transport. Nous avions des formats de documents de transport, on va dire très vulnérables, facilement falsifiables, qui ne donnaient pas une fiabilité quant à la gestion et même la tenue des statistiques. Avec ce système, ça nous permettra de fiabiliser tout le système, de le sécuriser, de dématérialiser donc toutes les procédures qui permettent effectivement aux usagers d'avoir un service vraiment performant. C'est des cartes à puce multi-applicatives. Cette phase pilote concerne les nouvelles demandes de cartes grises. Pour les usagers qui doivent procéder au remplacement de ce document, les opérations débutent en mai. La production des nouvelles cartes grises est couplée
avec le renouvellement de toutes les plaques d'immatriculation du parc automobile. Les plaques d'immatriculation ont désormais changé de format. Déjà en termes de couleur, les nouvelles plaques sont de fond blanc, écriture noire, une inscription sur la gauche donc, des sigles de l'État du Sénégal, le drapeau et le sigle SN, et tout à fait à droite, donc le code département et code région. Et l'innovation à ce niveau, c'est que ce système permet d'avoir un registre national d'immatriculation centralisé et qu'une fois qu'un véhicule ait un numéro, ce numéro suit ce véhicule à vie. Toutes les structures qui interviennent dans la pose de plaques ont été mises à contribution avec de nouvelles règles pour un système sécurisé. On a mis en place une usine de fabrication de plaques vierges sécurisées qui fait partie intégrante du projet. Alors c'est la concession qui fournit les plaques vierges sécurisées aux différents partenaires poseurs de plaques, avec qui on a signé des conventions, que ce soit les structures formalisées, ceux qui ne sont pas formalisés, on les a regroupés en GIE. L'usager va débourser 21 500 francs pour la nouvelle carte grise et la nouvelle plaque d'immatriculation. Un projet innovant qui, je pense, va principalement donc, permettre de lutter contre tout ce qui est fraude. Oui, les fraudes, il y en a tellement, surtout dans le cadre de la circulation routière. C'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'anarchie, de certaines formes d'indiscipline, on va dire. Donc là, c'est vraiment une innovation dans le domaine. Alors, merci beaucoup, Mame Cheikh. On se retrouve lundi prochain. Oui, on se retrouvera lundi. Et vous nous proposez un sujet? Oui, on pourra parler cette fois-ci de l'impact qu'ont les médias, les séries, on va dire les séries plutôt, les téléfilms, etc. Donc la communication au sein du débat qui tourne autour de ça, puisqu'on en parle récemment depuis quelque temps. Très bien, c'est le rôle aussi de Midi Actu d'informer, de revenir sur l'actualité et d'en débattre avec vous autres, les consultants et experts. Merci beaucoup, Mame Cheikh. Merci beaucoup, Léna. Alors, c'était avec nous Mame Cheikh Ndiaye, comme tous les lundis, consultant et formateur en communication et en entrepreneuriat. C'est la fin de ce numéro de Midi Actu qui revient bien sûr demain à partir de 12h sur la RTS2, Canal 5 TNT, Canal 215 sur le bouquet Canal, donc Canal+, voilà, en HD. Et on se quitte comme tous les jours avec la météo. Au revoir.
nationale, le nombre des députés.